Renault et la Refactory, la première usine européenne d'économie circulaire consacrée à la mobilité, un plan de transformation du site historique de Flins. Je vous propose de découvrir ce projet en images. Refactory de Flins devient la première usine européenne du groupe dédiée à l'économie circulaire. La conversion de ce site historique incarne un nouveau modèle industriel, profitable, durable et digitalisé. Un levier de compétitivité supplémentaire pour Renault Group, fondé sur le potentiel de valeur du véhicule à chaque étape de sa vie. Précurseur, Renault Group a investi dès 2005 dans des filiales liées à l'économie circulaire. La Refactory est au cœur de cette stratégie tournée vers la création de valeur à chaque étape du cycle de vie d'un véhicule. Par exemple, la Factory VO reconditionne les véhicules d'occasion de toute marque en bénéficiant de tout le savoir-faire industriel du site et avec le support de Gaia, filiale spécialisée dans la réparation des batteries et les compétences en remanufacturing des équipes venues de Choisy-le-Roi. Avec plus de 45 000 véhicules reconditionnés par an d'ici 2025, la Factory VO va devenir le plus grand site de reconditionnement d'Europe. Grâce à l'expertise de Mobilize dans la mobilité et l'énergie, les batteries bénéficient d'une seconde vie et deviennent une solution de stockage stationnaire pour les besoins ponctuels en électricité. Les filiales de Renault Group, telles que Indra, apportent à la Refactory leur savoir-faire en matière de collecte, de démantèlement, de valorisation des pièces et des matières pour en tirer un avantage concurrentiel. D'ici 2025, les activités localisées à Flins dans le cadre du projet Refactory pèseront à hauteur de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on en parle avec les porteurs de projet. Sylvie Dujeunesse, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Billet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Toujours à mes côtés, Mathilde et Jean-Rémy. L'histoire de la Refactory démarre en juillet 2020. Expliquez-nous dans quel contexte. En fait, on a annoncé au mois de juin que l'usine de Flins allait arrêter la fabrication de voitures avec la fin de vie de Zoé et de Micra, je dirais mi-2024. Et la question qui se pose aussitôt, c'est qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs de l'usine de Flins après cette période. Et donc, en fait, on fait le constat finalement que le véhicule peut être source de valeur tout au long de son cycle de vie. On le connaît aujourd'hui comme objet de mobilité. Il peut être aussi usage, quand on parle notamment de car sharing ou d'autopartage. Quand on commence à le déconstruire en fin de vie, il peut être source de pièces qu'on peut valoriser. Puis à la fin, quand on le transforme en matière première, il peut être source de matériaux pour être ensuite réincorporé dans d'autres productions. Et donc à chaque étape, on se rend compte qu'on peut capter une valeur importante. Et donc le groupe Renault, pour capter cette valeur, a décidé de faire de Flins le premier site européen d'économie circulaire dédié à la mobilité. Et l'objet, c'est de créer à Flins un écosystème, c'est-à-dire un système ouvert à des partenaires, donc des startups, des gros corporates, des chercheurs, des universitaires, qui vont finalement trouver en un même lieu les débouchés, les sourcings, les expertises, les compétences pour développer des business pérennes et rentables autour de l'économie circulaire dédiée à la mobilité. Alors comment passe-t-on d'une logique de fabrication de véhicules à finalement une plus vaste logique d'économie circulaire, Sylvie Dujeunesse ? Alors, la logique d'économie circulaire, d'un point de vue RH, en tous les cas, elle vise à... En fait, le deuxième engagement pour ce projet, et je vais compléter ce que vient de dire Jean-Philippe, il était de dire que sur la conversion de ce site, indépendamment des activités, on allait prendre l'engagement de transférer, de convertir les compétences aujourd'hui des effectifs présents sur le site à hauteur environ de 2300 personnes. Et de les conserver, de maintenir voilà. Ouais. C'est ça, de maintenir le niveau d'emploi et de pouvoir permettre aux effectifs présents sur l'usine aujourd'hui dans leur métier actuel de les faire possiblement aller vers ces nouvelles activités. Et donc, effectivement, c'est un très gros plan de transformation des compétences. Un vaste chantier de formation qui se divise en fait en 3 catégories. Il y a certains métiers qui vont pas énormément évoluer, pas énormément bouger, donc ceux-là, on sait à peu près les maintenir en termes de compétences, mais on a 2 axes de formation qui vont être 2 catégories de formation qui vont être importantes, soit en termes d'adaptation pour des nouveaux métiers qui vont évoluer de manière immédiate, soit des métiers plus lointains que l'on commence à projeter et pour lesquels il va falloir créer des parcours de toutes pièces. Ça a été la principale difficulté sur ce projet,
l'enjeu humain assez colossal et les transferts de compétences? Alors, en tout cas, l'enjeu humain est l'une des priorités majeures de ce projet. L'autre enjeu l'enjeu humain. Si on développe des business qui ne sont pas pérennes, il est pas, je dirais, il est pas robuste. Donc l'autre enjeu de ce projet, c'est d'arriver à développer des business profitables et rentables dans la durée, parce que sinon, aussitôt, on remet en cause, je dirais, la pérennité de l'enjeu humain. Donc c'est les deux objectifs que l'on pousse sur ce projet. Les équipes ont montré leur capacité à s'adapter et à s'emparer de méthodes agiles assez rapidement? Pas immédiatement. Pour être franc, quand l'annonce a été faite en 2020, l'usine allait arrêter de produire des véhicules, ça a forcément été une source d'inquiétude pour l'ensemble des collaborateurs du site. Parce que, d'une part, quand on sortait des termes comme l'écosystème ou l'économie circulaire, même à nous qui démarrions le projet, il y avait quand même un peu de flou et un peu de vague, il y avait des choses à construire, donc c'était une roadmap et une ligne à construire. Donc pour les collaborateurs, c'était pas très clair. Et puis il y avait donc une projection difficile à trouver dans des termes qui restaient flous. Et puis bien sûr, une forme de méfiance à se dire, est-ce qu'on ne nous raconte pas une histoire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel on veut nous faire croire? Et in fine, ça va se traduire par une fermeture de site classique comme on peut le voir ailleurs. Aujourd'hui, c'est très différent. D'abord parce que l'activité a véritablement démarré. Le projet, un an après, Jean-Philippe en parlera sans doute un peu plus tard, les activités sont déjà en place pour certaines d'entre elles. Elles se mettent en place progressivement d'ici à l'arrêt de véhicules. C'est ce qui a été programmé sur le projet. Et donc, les collaborateurs sur le site voient concrètement maintenant que notamment la Factory VO a démarré, voient les bâtiments, voient les gens travailler et juste à titre d'information, nous avons déjà recruté sur 2021 152 personnes du site, des effectifs du site que l'on a transféré sur la partie factory de véhicules d'occasion. Jean-Rémy Grappadour, je vous laisse poser une question au porteur de projet. Oui, moi je suis fasciné par ce projet parce que Renault s'associe à une démarche d'économie circulaire, justement, ce qui n'est pas forcément évident au départ. Et l'économie circulaire, ça peut être soit un nom pour quelque chose de très généreux, très partageur, ça peut être aussi le nom d'un système économique extrêmement puissant, extrêmement robuste, et charge à l'entreprise ensuite de donner l'acception qu'elle entend. Mais dans votre cas, est-ce que d'ores et déjà, vous avez l'idée de comment les bonnes pratiques que vous allez mettre en place vont pouvoir éventuellement inspirer un acteur industriel comme Renault à une plus large échelle? Parce que par-delà les expérimentations que vous allez mener, il y a aussi un enjeu plus global pour l'entreprise, j'imagine. Et est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que ça fait l'objet de discussions avec le groupe Renault? Alors, effectivement, aujourd'hui, Flins, quelque part, a pour vocation de devenir un site pilote sur l'économie circulaire au niveau du groupe. Et on a déjà annoncé, par exemple, qu'en Espagne, à Séville, on a annoncé le lancement d'une deuxième Refactory structurée sur les mêmes pôles d'activité. Et on a des réflexions pour en déployer d'autres sur plusieurs continents, pour justement déployer ces activités-là. Absolument. Sylvie parlait des premiers résultats sur le site. Où en êtes-vous et quels sont les objectifs que vous fixez? Alors, notre priorité, c'était de convaincre nos collaborateurs que tous les projets qu'on avait annoncés étaient vraiment des projets réels, réalistes, et que ce n'était pas caricaturellement des PowerPoint ou des mots. Et donc, on s'est attaché depuis le début du projet, je dirais fin août de 2020, à mettre en œuvre des réalisations concrètes très rapidement. Et là, par exemple, depuis septembre, on a démarré donc la première Factory VO, donc c'est-à-dire une usine à reconditionner les véhicules d'occasion. Donc finalement, c'est une usine qui va être capable à terme de reconditionner 45 000 voitures par an et qui occupe déjà 150 collaborateurs. Et aujourd'hui, on est en pleine montée en cadence, mais on sort à peu près 70 voitures par jour reconditionnées. Jean-Rémy, autre question? Oui, une question bien sûr, cette fois-ci sur les compétences, puisque j'imagine que derrière ce projet, il y a aussi ce souhait de former aux compétences, aux nouvelles compétences des
des personnes de terrain sur l'économie circulaire. Est-ce que d'ores et déjà, vous voyez émerger des nouveaux métiers qui sont inhabituels pour un groupe comme Renault? Est-ce que vous pensez que ces nouveaux métiers peuvent inspirer d'autres acteurs industriels? Où en êtes-vous justement sur ce regard porté sur les compétences de vos collaborateurs? Alors, vous parlez de souhait, chez nous, c'est une nécessité. Compte tenu de l'engagement que nous avons pris de maintenir l'emploi pour à minima 2000 personnes à horizon 2025 et 3000 à horizon 2030, c'est un engagement, c'est une nécessité. Donc, oui, nous devons travailler à la formation et à l'évolution des compétences des collaborateurs. Alors, il y a au moins 2 volets dans votre question. Il y a un premier volet qui va concerner Renault et le site dont nous pouvons d'ores et déjà parler, c'est-à-dire un site de fabrication, une usine de carrosserie-montage qui développe des compétences autour de la peinture, la carrosserie et qui peut évoluer vers des activités qu'on vient de décrire sur Factory VO avec des formations d'adaptation. C'est ce que nous avons mis en œuvre sur 2021. Et puis, il va y avoir des nouvelles activités qu'on a vues en partie dans le film et un peu plus tard, d'ici à 2025, qui, elles, vont effectivement nécessiter de faire venir des métiers que nous n'avions pas du tout. Je cite un exemple qui sera peut-être un peu parlant. Les ouvriers en démantèlement de véhicules, typiquement, c'est une activité que nous allons accueillir à Flins. On l'a vu à travers Indra dans le petit film. C'est une activité aujourd'hui qu'on n'a pas du tout. On a des monteurs de véhicules neufs, on n'a pas du tout des personnes qui maîtrisent les gestes de démantèlement de véhicules qui sont à trier et à reconditionner. Voilà. Donc ça, typiquement, ce serait un nouveau métier. Voilà. Et alors après, pour répondre au deuxième volet de votre question, aujourd'hui, nous avons mis en place le projet d'un campus de formation et développement de compétences des métiers sur l'économie circulaire. Nous serons le premier campus à développer et à préparer aux métiers de demain sur cette thématique-là. On devrait le démarrer en 2022, c'est un très gros projet et c'est précisément pour l'ouvrir à d'autres partenaires industriels qui sont présents sur le territoire ou un peu plus lointains de nous, assez souvent loin de nos métiers, mais qui précisément travaillent eux aussi sur des compétences de ces thématiques transverses vers le développement durable, la responsabilité sociale et on travaille justement dans la mise en place de ce campus à regarder ce que nous avons en commun et ce que nous pouvons mutualiser. Avant d'entendre le regard de Mathilde et de Jean-Rémy sur votre projet, Jean-Philippe, j'ai envie de vous poser une question tout simple. La plus grande satisfaction que vous avez sur ce projet, quelle est-elle ? Je dirais qu'elle est double. La première, c'est de voir que ce projet suscite un énorme engouement de tous ceux qui en ont connaissance, aussi bien en interne qu'en externe. Et la deuxième grande satisfaction, c'est que finalement, quand on a lancé l'équipe projet, c'était fin août de l'année dernière, l'économie circulaire, c'était quelque chose de très vague et très flou. Et finalement, on a construit en un temps record un projet robuste. Et on a, au bout d'un an, des résultats, enfin des réalisations concrètes quasiment sur tous les axes qu'on voulait développer. Donc la Factory VO en est un exemple, mais par exemple sur les batteries, on va démarrer à partir de début de l'année prochaine de la fabrication de petits modules de stockage d'énergie à partir de batteries récupérées de nos véhicules qui sont sur la route en fin de vie. Donc ça nous va permettre de donner une deuxième vie à ces batteries dont on ne savait pas ce qu'on allait en faire jusqu'à milieu d'année dernière. On est en train de démarrer le transfert de notre site de Choisy-le-Roi qui est spécialisé sur l'échange standard, le recyclage des moteurs des boîtes de vitesse vers le site de Flins. Donc on avance très très vite sur ce projet et c'est une vraie satisfaction. Mathilde, en quoi ce projet, ce cas peut-il être exemplaire, inspirant pour d'autres entreprises ? Ce qui est intéressant déjà, c'est de rappeler, c'est que toutes les entreprises qui ont une histoire comme Renault ont à gérer des transformations tout en faisant avec leur héritage, avec ce qu'on appelle le run. Et dans certains secteurs comme celui de l'automobile, ce run peut être extrêmement bousculé et certains métiers historiques assez massivement menacés. Et finalement, dans toute transformation, quel que soit le sujet, l'entreprise doit jouer finalement sur 2 tableaux en même temps, à la fois investir dans de la pure innovation et puis faire muter cet héritage qui peut être menacé en quelque sorte d'obsolescence, donc à la fois les sites et les outils de production, et puis les gens et leurs compétences. Et sur ce sujet, Renault finalement pousse le curseur de la durabilité sociale
à son maximum. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il prend également tout son rôle de créateur de valeur pour un territoire et ses habitants, ce qui est une notion clé de la RSE. L'entreprise fait partie de la société et elle a un rôle majeur à jouer dans le progrès social et environnemental et puis dans la vie économique d'un territoire. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est surtout dans les faits une très grande responsabilité pour l'entreprise pour réussir cette conversion sans laisser personne sur le carreau. Et parce que voilà, quand on travaille l'employabilité de collaborateurs d'une usine, ça peut demander de bousculer assez fortement les modes d'organisation et puis la façon dont chacun se projette dans son métier. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un simple plan de sauvegarde de l'emploi. Toute l'idée, c'est de convertir les compétences et les gens en sachant d'où ils viennent et où on veut les emmener. Et donc, il y a une grosse responsabilité pour Renault d'expliquer son projet et puis la place de chacun dans ce projet. C'est une condition du succès pour que voilà, chacun, en tout cas que les collaborateurs croient au projet et fassent confiance à l'entreprise. Et c'est en ça que le projet Refactory est particulièrement inspirant et qu'il est très intéressant de l'observer parce que voilà, c'est un exemple réussi de ce type de conversion. Jean-Rémy ? Le secteur de la mobilité, c'est un des secteurs les plus innovants du fait de la digitalisation de la société. Et ce qui est fascinant dans l'exemple de Renault ici, c'est que l'entreprise se dote d'un véritable laboratoire à une échelle industrielle. Et ça, beaucoup d'entreprises ouvrent des labs qui sont souvent de toute petite taille, mais là, on est sur une usine. Et ce qui est fascinant, c'est précisément ce souhait de transformer une usine en un véritable dispositif d'innovation, capable d'accueillir à la fois une intelligence sur des nouveaux métiers, aussi potentiellement développer un écosystème, accueillir potentiellement des startups, puisque je crois que c'est un des points aussi du projet de s'ouvrir à l'écosystème d'innovation, et c'est-à-dire précisément de donner de la consistance à ce mot très abstrait que justement le mot écosystème, et lui donner une consistance industrielle. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, Sylvie de Genès, Jean-Philippe Billet, merci beaucoup d'être venus partager votre expérience avec nous. Merci Mathilde. Jean-Rémy, je vous retrouve tout à l'heure pour connaître le nom du projet élu par le public.